Bonjour, Michel. Bonsoir. Comment allez-vous? Ben, je vais bien, merci. Merci de nous faire l'immense honneur et l'immense plaisir de nous accorder de votre temps pour cette soirée. 2 heures de temps minimum, sinon 3 heures. Donc, Bon, pour commencer, je vais vous donner la parole et vous donner l'occasion de vous présenter de long en large. Qui est Monsieur Ngundu, politiquement parlant, dans la vie en général, qui est Monsieur Ngundu? Vous avez la parole. bonsoir. C'est plutôt moi qui vous remercie de l'honneur que vous me faites de m'accueillir sur votre émission. Je suis Michel Ongundu Lunda. J'ai 66 ans. Je suis gabonais. Par mon nom, vous avez pu deviner que je suis Ombama. Je suis Ombama à la fois de Okonja et de Franceville. Mais je suis aussi Fan. Je suis Moné Sibia Ah ouais. d'Auvent. Je suis Moné Sibia d'Auvent. S'il y a des fans, ils doivent savoir ce que c'est les Essibia. Les Essibia, ce sont les Ébats, ce sont les Oyek. Donc, voilà. Je suis président de Réagir depuis quelques mois et je suis sénateur de la transition. Je suis membre du bureau, je suis quatrième secrétaire du bureau. Sur le plan politique, on va dire que je compte quand même quelques heures de vol. J'ai toujours été dans l'opposition. En Problème de 1990, connexion. j'ai pris part à la conférence nationale. Nous étions les jeunes de l'opposition en 1990. Et j'ai continué comme ça toute ma carrière dans l'opposition. Sur le plan professionnel, j'ai travaillé jusqu'à l'âge de 40 ans dans les entreprises, notamment à la Société sucrière du Haut-Ogooué, où j'étais directeur commercial. Ensuite, j'ai versé dans la presse, j'étais le directeur de la Griffe, ce qui m'a valu quelques difficultés avec le régime d'Omar Bongo. Et je me suis retrouvé en France en 1998 comme réfugié politique, où j'ai passé près d'une dizaine d'années. Et là-bas, j'ai créé 2 entreprises de communication, un magazine qui s'appelait Black Men, et le premier journal satirique panafricain, le Gris-Gris International. Donc, en gros, voilà, maintenant, vous avez peut-être des questions à poser, des détails que vous voudriez aborder, parce que c'est toujours un exercice très compliqué de parler de soi. C'est très compliqué de parler de soi. Il y a un problème de réseau. On a eu du mal à vous saisir. Il y a un problème de connexion. Là où vous êtes. Vous m'avez perdu à quel niveau? Au niveau de votre parcours politique. Mon parcours politique, bon, je vous disais que j'ai toujours été dans l'opposition. J'ai pris part notamment à la conférence nationale en 1990. Je faisais partie des jeunes de l'opposition. Et pendant de longues années, j'ai évolué en freelance. Je n'avais pas confiance du tout dans les partis politiques parce que j'avais observé pendant la conférence nationale, je ne sais pas si vous me recevez, Oui, oui, oui. Là, ça passe très bien. Je pense que voilà, c'était à mon niveau le problème. que la plupart des partis politiques qui avaient été créés au moment de la conférence nationale étaient créés sur le modèle du PDG, avec un Mhm. président fondateur qui décidait de la ligne politique et qui décidait du tout. Donc pendant longtemps, j'ai évolué en freelance, notamment en 1996, quand je me suis présenté aux élections à Franceville, j'étais candidat indépendant contre le PDG. Et j'ai été élu au conseil municipal à Franceville. Et en 98, j'ai dû quitter le Gabon parce que j'ai eu des ennuis avec le régime Bongo. Et je suis resté en France jusqu'en 2009. D'accord. Ok. Donc ce soir, il y en a en commentaire, ils disent qu'ils vous ont très bien saisi. Je pense que c'était à mon niveau le souci. Donc, l'objet de ce live ce soir, le thème, j'ai envie de dire, c'est le coup d'État d'août 2023, une libération en trompe l'œil. Donc, Monsieur Michel Ongundu,
à presque la fin de la période de transition qui s'achève, donc la période de transition qui s'achève le 12 avril 2025. De façon succincte comme ça, quel bilan faites-vous de cette période-là? Ben, c'est une grosse déception. C'est une grosse déception parce que, en ce qui me concerne, j'avais fondé beaucoup d'espoir. Je m'étais dit que ce coup d'État allait permettre de remettre les pendules à zéro et allait favoriser la mise en place d'un nouveau système politique. Mais très vite, j'ai compris que les choses n'allaient pas dans la bonne direction. Je suis au Sénat, je suis au Parlement, je suis tenu quand même par une, on va dire, relative obligation de réserve. Mais enfin, les gens ont pu observer que la plupart des décisions qui sortaient du Parlement, notamment les lois, n'allaient pas dans le sens de l'intérêt du peuple. Elles allaient plutôt dans le sens de l'intérêt d'un groupe, le groupe pouvoir, notamment le CTRI. Très bien. Donc très vite, j'ai commencé à prendre mes distances. Au bout de 5-6 mois, j'ai sérieusement envisagé de démissionner. J'en ai parlé à mes proches. Je leur ai dit, quand j'ai accepté d'y aller, je savais que j'allais avaler des couleuvres. C'est normal. Mais pas de la taille que j'ai dû avaler. Donc j'étais mal à l'aise et j'ai commencé sérieusement à envisager de démissionner du Sénat. Et finalement, vous n'avez pas démissionné, pourquoi? Je n'ai pas démissionné parce que, déjà par tempérament, je n'aime pas donner l'impression de claquer la porte. Je ne suis pas un claqueur de porte. Et je me suis dit, je vais voir si les choses peuvent reprendre une bonne direction. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, notamment pendant le vote de la Constitution et surtout le vote du Code électoral. Là, j'ai compris qu'on était dans une dérive où je ne trouvais pas mon compte du point de vue de mes idées. Et je devais juste prendre le temps de m'organiser parce qu'il y a quand même des formes à respecter. Je voulais pas claquer la porte comme un jeune, j'ai un certain âge. Je voulais faire les choses dans les normes, avec élégance. Et votre sorte d'élégance, c'est votre candidature à l'élection présidentielle de 2025, c'est ça? Les deux ne sont pas liés. Il y a peut-être une interaction entre les deux, mais quand je décide de me présenter à l'élection présidentielle, pour moi, le Sénat est déjà derrière moi. D'accord. Pour moi, le Sénat est déjà derrière moi. Je n'y allais presque plus, hein, j'ai quasiment déserté mon bureau. Et je me consacrais à ma candidature et puis à un certain nombre d'actions, de prise de contact sur le terrain. Donc, le bilan que vous faites de cette transition est un bilan assez négatif, c'est-à-dire que vos impressions ou vos constats sont que ce qui a été dit dès le départ n'est pas ce qui a été fait tout au long de cette période de transition. C'est exactement ce que vous dites, c'est ça? Mais oui, ça chacun peut l'observer. Ça chacun peut l'observer. La finalité de toute action politique, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Est-ce que les conditions de vie des Gabonais ont changé? Oui, mais pas dans le sens de l'amélioration. Elles ne se sont pas améliorées. Elles ont changé, mais plutôt en régression. Très bien. Et que pensez-vous comme ça de l'état de droit? Quid de l'affaire Yohan Bunda, c'est exactement ça, Bunda. Ben, vous savez, ça a permis de donner, malheureusement, du crédit à tous ceux qui ont été maltraités dans les commissariats et dans les cellules de nos services de défense et de sécurité. Parce qu'au départ, bon, quand les gens parlent des sévices qu'ils subissent, parfois on les prend pour des affabulateurs. Mais là, il s'agit d'un militaire qui a été tué par d'autres militaires. C'est proprement scandaleux
Et ça met en lumière les dérives extraordinaires de ce système qui n'a pas commencé avec le CTRI, soyons honnêtes. Le CTRI n'est que le prolongement d'un système vieux de 60 ans qui, malheureusement pour le Gabon, nous a fait prendre beaucoup de retard. Et donc l'assassinat de ce jeune homme n'est que l'aboutissement d'un certain nombre de dérives que l'on a observées. Pourtant, le CTRI nous avait dit qu'ils étaient venus pour une rupture entre ce qui était fait à l'époque, donc les tortures qu'il y a toujours eu au Gabon. Vous nous suivez là? Oui, je vous suis. Mais écoutez, ce sont les faits qui peuvent nous éclairer. Parce qu'après, si on est dans des incantations et dans des déclarations, des effets d'annonce, on n'avance pas. Là, nous avons vu, pour la première fois au Gabon, un militaire est tué en cellule par d'autres militaires. Même le PDG n'était pas allé aussi loin. Et on a vu surtout un président de transition qui est allé dans la famille de la victime pour expliquer comment ça se passe une torture. Vous l'avez suivi? Ça, je n'ai pas suivi. Vous savez, les petites choses, en général, je m'en détourne. Non, mais monsieur Ngundu, ce n'est pas une petite chose. Quand un président de transition... Que l'on s'entende bien. Moi, quand je parle de petites choses, je parle de cette communication de bas étage où un chef de l'État va voir la famille. Ce qu'on attend des autorités, des pouvoirs publics, c'est qu'il y ait une enquête juste et indépendante. Et qu'il y ait des sanctions derrière. Ce n'est pas d'aller essayer de consoler la famille. Le chef de l'État n'est pas une assistante sociale. Je suis désolé, c'est pour ça que je parle de petites choses. C'est pour ça que je parle de petites choses. Ça a plutôt vocation à distraire. Où en est l'enquête aujourd'hui? Et pourtant, il est mort dans une cellule. Son corps a été déposé à l'hôpital militaire, s'il vous plaît. Donc, ils ont toutes les cartes en main, ils ont toutes les informations. Où en est l'enquête? C'est surtout ça qu'on veut. Très bien. Et donc, c'est fort de ces constats-là que vous avez pris la décision de vous présenter à l'élection présidentielle de 2025. C'est exact? Non, non, princesse. On ne décide pas d'aller à une élection présidentielle sur un coup de tête. C'est beaucoup trop sérieux. C'est le fruit d'une réflexion qui date depuis plusieurs années. Déjà en 2008, pendant que j'étais réfugié politique en France, et que je pensais que le président Bongo conduirait son mandat jusqu'en 2012, j'avais envisagé de me présenter à l'élection présidentielle de 2012. D'accord. Donc c'est un projet que je mûris dans ma tête, parce que je pense qu'il faut offrir aux Gabonais une autre voie. Ce pays a besoin de quitter j'ai envie de dire la gare du PDG pour s'engager sur une autre voie. C'est un projet mûri depuis longtemps, sauf qu'en 2016, on ne vous a pas vu prendre part à l'élection présidentielle. En 2023, non plus. C'est vous le mûrissez depuis combien de temps ce projet? Je vous ai dit que déjà depuis 2008, j'y pensais. Et je pensais que j'aurais eu le temps entre 2008 et 2012 de m'organiser. Parce qu'une élection présidentielle, il faut s'organiser. C'est un projet qui est très lourd. Bon, il se trouve que le président Bongo est mort en 2009. On est allé à une élection anticipée. Je n'étais pas prêt. Parce que moi mes projections, c'était 2012. Je n'étais pas prêt et j'ai dû me résoudre à faire la campagne d'André Mbaobam. D'accord. Nous sommes allés ensuite à l'élection de 2016. Nous avons connu un mandat d'Ali Bongo qui était tellement chaotique qu'on ne faisait pas de la politique. On ne faisait pas de la politique. Moi qui parle, j'ai connu des persécutions diverses, mais bon, ça c'est des petites choses. J'ai été interdit de passeport, interdit de sortie du Gabon. On a passé 32 jours de réclusion au PNUD et bien d'autres avanies. Ce n'est pas les conditions idéales pour préparer un projet politique comme la présidentielle. Donc, c'est... Et puis je me suis dit, en patriote, s'il y a un compatriote qui peut mettre fin à ce régime, eh bien je vais avec lui et c'est pour ça que je suis allé avec M. Ding. Bon, donc vous avez été oui. En 2009 avec André Mbaobam. Oui. Et en 2016 avec M. Jean Ping. Oui. Et en 2023? En 2023, j'appartenais à un parti politique.
le parti Réagir. Nous avons fait le tour de la question, nous nous sommes rendus compte que nous n'étions pas prêts à présenter un candidat. Je n'allais pas, moi, bousculer la discipline du parti et dire je veux absolument me présenter comme si je nourrissais une ambition pour ma petite personne. Donc nous avons fait le choix d'une candidature consensuelle et il vous souviendra que c'est même notre parti qui à un moment a présidé la coalition Alternance 2023. Mais maintenant, cette année, j'ai décidé, je trouve que le timing est bon, le contexte est bon, et j'ai décidé d'y aller. D'accord. Donc, vous avez déposé ou vous avez posé votre candidature pour l'élection présidentielle de 2025. Et oui. Le ministre de l'Intérieur, dans sa dernière allocution, a déclaré votre candidature rejetée provisoirement. Quelles sont les raisons du rejet provisoire de votre candidature? Avant de répondre directement à votre question, si vous permettez, allez-y. Je vais faire un petit retour en arrière. Quand ma candidature a été rejetée la semaine dernière, j'ai eu l'impression que... Oui, provisoirement. J'ai eu l'impression que l'histoire était en train de bégayer, 19 ans plus tard. Parce qu'en 2006, j'avais été candidat aux élections législatives à Franceville. Le président Bongo, sur la base de certaines informations qu'il avait eues, avait appris que je risquais de remporter l'élection du poste de député de Franceville. Ce qui pour lui constituait une espèce de sacrilège. Il ne pouvait pas accepter qu'un opposant soit député de Franceville. Donc ils ont empêché ma candidature. Et avec votre permission, je voudrais rendre hommage à celui qui était mon suppléant à l'époque et qui nous a quittés à 2 jours. M. Bissé Osolo-Jérôme. Il est décédé à 2 jours. C'était mon suppléant à cette élection. Ce jeune homme a été séquestré pendant 3 jours dans les locaux de la CNSS. Parce qu'on voulait absolument qu'il retire son dossier de manière à ouvrir la voie à l'invalidation de ma candidature. Ils ont fini par invalider ma candidature. Et là, aujourd'hui, c'est l'histoire qui bégaye 19 ans plus tard. Ah oui. Mais je ne me laisserai pas faire. J'ai déposé un recours à la Cour constitutionnelle. Et j'ai mon espoir parce que le prétexte sur lequel ils se sont appuyés ne tient pas la route en droit. Il ne tient pas la route. Et c'est quoi le prétexte? C'est l'opposition d'une aile de Réagir. Conduite par qui? Qui est conduite par M. Persis, Lionel et Sono. En qualité de quoi? En qualité de président intérimaire nommé par M. François Ndongobian. De façon légale ou de façon illégale? Je ne vais pas entrer dans ce genre de débat. Ces deux individus ont été exclus de notre parti le 11 novembre 2024. Mais comme ils sont au service du CTRI, évidemment. Vous savez, je l'ai déjà dit par ailleurs, ce sont les maladies infantiles de l'opposition gabonaise. Vous avez des opposants du pouvoir, donc des opposants que le pouvoir utilise pour discréditer l'opposition, et vous avez des opposants au pouvoir. Il vous suffit de questionner, d'interroger le parcours des uns et des autres pour comprendre qui est véritablement opposant et qui ne l'est pas. En politique, il n'y a pas de génération spontanée. Ces deux messieurs, interrogez leur parcours pour savoir ce qu'ils ont fait en politique, quand et où. Toujours est-il, pour rester sur la question de l'invalidation de ma candidature, ils ont convoqué l'article 87 du Code électoral, qui est pourtant clair, dont les dispositions sont claires. C'est un électeur qui, se sentant lésé, est fondé à demander l'invalidation d'une candidature, est fondé à contester. On dit bien l'électeur est une personne physique. Quand ils font leur requête, c'est au nom de Réagir, donc une personne morale. Donc une personne morale. C'est tellement ridicule et grotesque, je ne comprends pas comment le ministère de l'Intérieur a pu accéder à une telle demande. Mais bon, je ne suis pas naïf non plus, la connivence entre
entre certaines mains noires du ministère de l'Intérieur et puis le duo Ndongo et Sono, elle saute aux yeux. Elle saute aux yeux. Mais je voulais quand même savoir, est-ce que c'est notifié que ces deux individus ont été exclus le 11 novembre 2024 pour falsification de cachets et bien d'autres choses, non-paiement de cotisation, enfin bref. Je pense que le débat n'est même pas à ce niveau. Et si on reste sur... C'est pour comprendre, monsieur Ngundu, permettez-moi, c'est pour comprendre l'état d'esprit des personnes qui aujourd'hui prétendent être les futurs hommes politiques de notre pays. Vous comprenez? Je vous ai dit tout à l'heure... Oui, princesse, si vous permettez, je vous ai dit tout à l'heure qu'en politique, il n'y a pas de génération spontanée. Si vous me demandez, moi, Ngundu, ce que j'ai fait, je vous dis qu'en 90, j'étais à la conférence nationale. En 96, j'étais aux élections législatives et municipales à Franceville. En 2006, j'ai failli remettre ça. Donc, j'ai un parcours politique. Maintenant, les autres, il faut leur demander s'ils ont fait en politique et où. Très bien. Ben, écoutez, monsieur Ngundu, moi, j'ai fini de planter le décor. Là, je vous mets en salle d'attente du purgatoire et je vais vous laisser avec mes panélistes qui vous poseront à tour de rôle quelques-unes de leurs questions. Donc, pour commencer comme ça, je vais donner la parole à monsieur Franck Biziki et voilà, les discussions sont lancées. Bonsoir, Président. Bonsoir. Oui, Franck Biziki, citoyen gabonais engagé. Monsieur le Président, je viens vraiment à chaud comme ça vous poser un certain nombre de questions. Je vais essayer de vous poser 2 questions sans pour autant dépasser le quota autorisé. Donc 2 questions. La première question, vous avez répondu que le bilan de CTRI est négatif. Aujourd'hui, le CTRI a parlé de la restauration des institutions. Vous qui avez été sénateur de la transition, quelle observation vous en faites aujourd'hui, 18 mois après? Ma première question. Ben, écoutez, nous avons la chance d'être dans un pays où tout est clair et tout est transparent. Quelle institution a été restaurée? Pour ma part, je constate que la seule institution que le CTRI a restaurée, c'est le PDG, qui sort de cette transition plus fort que jamais. Tellement restauré qu'il a même la force de se diviser en 2 branches. Le PDG est la seule institution que le CTRI a restaurée. Et la Constitution, monsieur Ngundu? La Constitution, parce qu'il y en a parmi eux qui disent que la Constitution est une institution qui a été restaurée. La Constitution, c'est une loi, et celle que nous avons est une honte, parce qu'elle recule. Je vous prends un simple exemple, c'est celui des dispositions pour être candidat à l'élection présidentielle. Il n'y a que des interdictions sur l'âge, sur les moyens financiers, sur les origines. Tout est fait pour qu'il y ait le moins de candidats possible. Quand vous regardez la classe politique gabonaise, près de 95 ou 98% de candidats potentiels de taille qui auraient pu se présenter à cette élection ont été disqualifiés par la loi, par la Constitution. Donc, personne ne peut me faire croire que cette Constitution est une avancée. Il n'y a aucune avancée nulle part dans cette Constitution. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais partie des parlementaires qui ont refusé de voter le projet. Nous étions 8. Avec monsieur Jean-Rémy Yama, c'est ça? Jean-Rémy Yama, Jean-Valentin Yama, Ghislain Malanda, je vous les donne comme ça, que les autres dont j'ai oublié le nom m'excuse. Il y avait le jeune Lionel Ngonga, le président de SOS prisonniers. Oui, oui. Et puis, je ne sais plus, bon, là vous me prenez au dépourvu. Donc vous disiez tantôt que pour vous, la seule institution qui a été restaurée est celle du PDG. C'est le PDG. C'est le PDG. Allons-y. Qui est plus fort, qui est sorti là plus fort que jamais. Bien. Je vais donc entamer ma deuxième question, monsieur Ngundu. L'article 44 de la charte de la transition rend inéligible les membres du gouvernement. La question que je me pose, c'est pourquoi M. Oligui, lui,
a le droit de se présenter, sachant qu'il a été ministre de la Défense pendant 5 mois et 10 jours. J'ai fait le calcul. Posez-lui la question. Monsieur Ligindema est militaire, c'est un officier. Les officiers, il paraît que ce sont des honneurs et de parole. Posez-lui la question. Il a été ministre pendant 3 mois. Monsieur Bondou, est-ce qu'en tant que sénateur, 4e secrétaire général, il n'y a pas moyen d'interpeller la Cour constitutionnelle? Non. Non, parce qu'en matière électorale, ce sont les individus, ce sont des électeurs, les institutions qui peuvent interpeller l'organisme chargé des élections, notamment l'ACNOSER. Mais vous avez vu comment cet organisme a invalidé ma candidature sur la base d'une opposition fantaisiste. Non, ne soyez pas naïfs. On va faire de la politique fiction, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Vous savez que le CTRI contrôle tous les leviers. Ils ont décidé de se mener au pouvoir envers et contre tout. Donc, on ne va pas être naïf, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Mais monsieur Ongoulou, si vous savez que les Cétériens s'obstinent ou utiliseront, peu importe les moyens qui seront à leur disposition pour se maintenir ou s'imposer au pouvoir, pourquoi vous allez à cette élection? Ben, vous savez, princesse, je suis de ceux qui allument leur bougie quand il y a l'obscurité. Je ne veux pas rester dans mon coin, maudire l'obscurité, pleurer, me plaindre. Non, j'allume ma petite bougie. En l'allumant, je me dis, d'autres peut-être allumeront sur leur bougie et on pourra peut-être arriver à libérer le Gabon des fourches codines du CTRI. Voilà. Mais, monsieur le sénateur de la transition, monsieur Michel Bondou, vraiment, excusez-moi d'insister là-dessus. Quelle est la crédibilité aujourd'hui de la transition gabonaise? Et ce sera ma dernière question. Quelle est aujourd'hui la crédibilité de la transition gabonaise lorsque monsieur le président a pris un engagement clair et en prêtant serment devant les hautes représentations des différentes ambassades installées dans notre pays, en disant à l'issue de cette transition, nous organiserons des élections libres, transparentes et crédibles et nous rendrons le pouvoir au civil. Si aujourd'hui change d'avis, quelle est la crédibilité qu'on peut donner aujourd'hui à cette transition? J'ai terminé. Franck, en posant la question, vous donnez la réponse. Il n'y a aucune crédibilité. Il n'y a aucune crédibilité. Surtout aujourd'hui, nous sommes dans un monde interconnecté. Quand Ligui a fait la déclaration le 4 septembre 2023, c'est à la fin du monde. C'était à la fin du monde. Donc, moi je vous dis, c'est à lui de répondre à cette question. Il a dit qu'il remettrait le pouvoir au civil. C'est plus le civil qui remet le pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Puis il s'est mis en disponibilité de l'armée. Bon, on considère que le civil auquel il fait allusion, c'est lui. Non, pour être sérieux, nous avons besoin de changer de système. Nous sommes, le CRI, c'est la continuation du PG. C'est la continuation du PG. C'est le même système depuis les indépendances. Il faut qu'on passe à autre chose. Surtout pour vous les jeunes. Il faut qu'on passe à autre chose. Très bien. Mon gars ou Joanie? Ah, ok. Alors, bonsoir, monsieur Ongoulou. Bonsoir. Ancien président, enfin ancien délégué général de Jeunes de Réagir. J'ai particulièrement deux questions, une concernant Réagir et une concernant les institutions de la transition. Donc je commence par Réagir. Est-ce que lors de l'exclusion de Réagir des M. François Norien et Père Souvenot, notification avait été faite au ministère de l'Intérieur pour qu'il soit informé de cette décision-là? Voilà. Giovanni, je ne sais pas si c'est une question naïve ou bien c'est juste pour m'arrêter. Je veux tutoyer, tu es mon fils, tu connais. Tu sais très bien que quand j'étais au Sénat, le 9 octobre, le 12 juillet de ma démission de poste de vice-président de Réagir, je suis sorti de toutes les plateformes et de tous les groupes de discussion du parti. Tu ne me vois même pas au siège, parce que je n'aime pas la confiance des gens, je n'aime pas la madame. Quand ESSO et autres ont été exclus, j'étais toujours dans cette position de réserve. Je n'allais même plus au siège, donc j'étais même informé des activités du parti, étant le membre du bureau exécutif. Mais je suppose, connaissant la rigueur du secrétaire exécutif de l'époque, Jean-Valentin Léma, je suppose que les diligences avaient été faites au ministère de l'Intérieur. Mais encore une fois, je veux dire, tant que ces gens sont de connivence avec les autorités de la transition, on va toujours les ouvrir. D'accord, ok. Alors, ma seconde question, en vous écoutant développer tout à l'heure sur le rapport avec l'institution de la transition, conforte dans la position que j'ai toujours défendue, même quand j'étais encore à Réagir. Et je me souviens une fois avoir interpellé l'ensemble des membres de Réagir qui étaient à l'intérieur des institutions, de sortir de ces institutions-là, parce que c'est comme une caution à ce qui était fait, sachant que, au fond,
la volonté des militaires et d'Oli en premier n'était pas celle d'organiser un processus transparent et crédible. Donc aujourd'hui, quelque part, en vous entendant, vous me rejoignez dans cette position-là. Moi, la question que je me pose, comme vous êtes certain de ce que ce qui est fait n'est pas fait pour essayer de rendre au peuple sa dignité par le reste de son vote, comme vous êtes certain que ce qui est fait n'est pas fait pour essayer de construire une république après normale, qu'est-ce qui peut encore justifier aujourd'hui votre présence à l'intérieur de ces institutions-là? Je pensais avoir répondu à cette question quand j'ai dit à Princesse que je n'étais pas un cœur de porte. Tu m'as coûté un peu à réagir, tu as vu un peu, tu as pu voir un peu mon tempérament. Je suis en train de m'organiser pour partir, ne vous inquiétez pas. Tout le monde sait que je suis parti. C'est juste que je ne donne pas la priorité à une seule formalité. Pour moi, la priorité, c'est le terrain. Si vous avez pu suivre mes activités, je suis tout le temps à l'intérieur du pays. Parce que les délais de campagne étant très courts, je donne la priorité plutôt au contact avec la population qu'à remplir une simple formalité. J'ai commencé, j'ai pu aller voir la présidence du Sénat, rassurez-vous. J'en ai mes responsabilités. Merci, Monsieur le Président. Donc, moi, ma première question, justement, était une façon de faire la démonstration à l'opinion nationale que le ministère intérieur ne pouvait pas ignorer le fait que la saisine de M. Ogono était irrécevable, enfin, en tenant compte du fait qu'il a été exclu du parti et que le ministère avait été saisi de façon officielle. Donc, il ne pouvait pas ignorer que M. Persson n'avait plus qualité à parler ou de réagir. Donc, c'était absolument. Mais si monsieur persiste n'a plus qualité, après c'est un peu compliqué quand même. Si monsieur persiste n'a plus qualité à réagir au nom de réagir, pourquoi est-ce que le ministère de l'Intérieur va prendre en compte la contestation de la candidature de monsieur Michel Ondou? C'est même aberrant, c'est même illogique. On se pose des questions. Princesse, on va peut-être avancer un peu. Je veux plutôt parler de ma candidature, de qui je suis. On va pas rester sur M. Esso. Mais je vais vous dire, si le même ministère a accepté d'invalider ma candidature sur la base d'un argument qui juridiquement ne tient pas, je vous ai dit qu'ils ont croqué l'article 87 du Code électoral, qui s'applique aux électeurs, donc aux personnes physiques. Or, quand ils ont fait leur requête, c'est en tant que personne morale. Alors, si on sont prêts dans ridicule à ce point, vous pensez qu'ils vont gêner pour le reste? Très bien, on va avancer et puis éviter de revenir sur la question de Persis et monsieur son oncle Daoubian. Et puis mais on ceci, va je voudrais quand même, s'il vous plaît, je voudrais quand même préciser, je ne leur en veux pas. Parce que vous savez, je connais le sort qui leur est réservé. Quand vous utilisez un bâton pour éloigner le danger, éloigner un serpent, je ne sais pas. La première chose, le danger d'éloigner, c'est de vous débarrasser du bâton. On est très loin. On jette très loin. Ceux qui les utilisent aujourd'hui vont s'en débarrasser, les jeter très loin. Peut-être que aussi orange est en même temps. Donc, au suivant, Mwanga et ensuite République Nguema. Allons-y. Bonsoir, monsieur Oudou. Bonsoir. Alors, moi, j'écoutais un peu votre allocution. J'étais votre parcours politique. Alors, moi, j'aimerais, vous vous êtes présenté, vous avez mûri votre aspiration à briller la magistrature suprême. Aujourd'hui, pour un Gabonais lambda, quels sont les arguments que vous pouvez donner pour que vous, si jamais votre candidature soit acceptée, que vous soyez validé par le grand nombre? Parce que jusqu'à présent, ok, vous avez un parcours politique, mais Gabonais lambda, je dois dire, sur la scène politique, n'a pas trop idée de ce que vous êtes et qui vous êtes. Donc aujourd'hui, quel argument vous pouvez donner aux Gabonais lambda pour vous rassurer que ce sera à vous qui vont porter un pas? Déjà, le premier argument, merci. Le premier élément, c'est que j'invite les Gabonais à changer de système, à mettre un terme à ce système qui est à bout de souffle et qui retard de notre pays. Qu'on passe à autre chose. Qu'on fasse du Gabon un État moderne. Bon, en gros, dans vos questions, vous me demandez certainement quel est mon projet politique, mon projet de société. Exactement. Oui. Bon, nous ne sommes pas en campagne. La campagne est ouverte. Mais si étant, je ne veux pas me rebeller. Je ne vais pas aller fatiguer Gabonais avec des projets de société qu'on joue sur Internet. Je vais vous construire des routes, je vais vous construire des hôpitaux, je vais réduire le chômage. Non. Moi, je vais parler franchement Gabonais. Leur dire la première chose, il faut réapproprier votre pays. Je ne sais pas si vous avez remis le pied au Gabon ces dernières années. Moi qui suis plus vieux que vous, je peux vous dire, moi j'ai arrivé à Libreville en 1965, ça fait 100 ans. Pendant mon enfance, les boutiquiers étaient Gabonais. Je vous dis bien, les boutiquiers étaient Gabonais. Nous étions encore dans notre pays. L'école publique était un lieu de rencontre et d'intégration.
Lequel d'entre vous, par exemple, peut se vanter d'avoir été à l'école avec un fils de directeur général, s'il lui n'en est pas, ou un fils de ministre? Lequel? Moi, j'ai été à l'école avec un fils de président. À l'école urbaine des garçons en 1969, j'étais dans la même classe de Léon Dungulakia, qui habitait au Play. C'était, comme on dit aujourd'hui, le neveu de Omar Bongo, Albert Bongo. C'était son fils. C'est le premier enfant qui a appris avec lui palais quand il est devenu président. Et il est avec moi à l'école urbaine des garçons, école publique, enseignement public, l'école de la République. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Parce que le pays a totalement échappé à notre contrôle. Le vendredi, demain, vendredi, vous ne pouvez nager. Parce que le commerce de taille est tenu majoritairement par des communautés venues d'ailleurs qui pratiquent l'islam. Donc nous n'avons plus rien qui nous appartienne. Ni la politique, ni l'économie, ni la culture. Et j'invite donc les Gabonais à s'organiser, à se battre, pour se réapproprier leur pays. Vous ne pouvez rien faire, vous pouvez faire de la politique, de la diplomatie, du sport, si vous êtes propriétaire de votre pays. Si dans votre maison, théoriquement vous êtes propriétaire, et que c'est quelqu'un qui fait la loi, dit bon, les meubles, il faut les placer ici, là, les chambres, il faut l'équiper de telle manière, vous ne pouvez rien engager. C'est le cas au Gabon. C'est le cas au Gabon. Donc j'invite les Gabonais d'abord à se réapproprier leur pays. Ceci dit, ce n'est pas un appel à la xénophobie, pas du tout. Le Gabonais n'est pas xénophobe. Mais il faut que les Gabonais se réapproprient leur pays. Quand un étranger arrive, vous m'avez invité, c'est pas moi qui dirige les débats. Je ne suis plus que vous. C'est ça l'hospitalier, c'est ça le respect quand on vous invite ou quand on vous reçoit. C'est ça qu'on attend des étrangers qui vivent au Gabon. Donc voilà, et puis après il y a des questions sociales basiques. Dans ce pays, on a à peu près 60 à 50% de l'état civil qui est haut. Personne n'en préoccupe. Le nombre de Gabonais, vous en avez certains autour de vous, qui ont vrai vos actes de naissance. En 2011, on avait demandé, avec Fernand Obama, qu'on organise des audiences foraines pour mettre à plat l'état civil gabonais, pour régulariser l'état civil et l'informatier. Ce sont des questions qui l'air des questions banales. Mais vous, imaginez-vous, si vous avez de ne pas avoir un vrai acte de naissance, toutes les complications que vous rencontreriez. Donc, non, moi, je suis pour que les Gabonais se réapproprient leur pays et qu'ensemble, on construise les conditions d'une meilleure, en réglant les problèmes sociaux de base. Je ne vais pas vous dire qu'on va construire des immeubles. Les autres construisent des immeubles, qu'est-ce qu'on en fait? Ce sont les immeubles des Libanais, les autres, hein, les Maliens. On dit qu'on va faire des routes. On les donne à qui? Au Burkinabé, qui ont chantier à 100 milliards, sans appel d'offres. Donc, ce n'est pas un projet de société. Il faut qu'on se réapproprie notre pays. Je suis un peu passionné quand je parle de ça, m'excusez. Non, mais ça nous convient très bien. Mais je porte ça en moi, Ça nous convient très bien, monsieur Ongoumou. Ça nous convient très bien. Moi, tu y vas encore? J'ai ma dernière question. Vu que vous étiez secrétaire de la transition, tout à l'heure vous avez dépeint un bilan négatif, c'est terrible. Moi, ma question sera, vous basez sur quel élément factuel? Parce que nous, on a des éléments, mais ce qui nous est rapporté, c'est que nous ne sommes pas sur place. Nous parlons sans voir. Vous qui êtes au cœur de la transition, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments factuels du bilan négatif CTR? Ce sera ma dernière question. Oui, vous savez, déjà, nous sommes dans un système anachronique, avec un exécutif, d'habitude l'exécutif bicéphale. Vous avez le président de la République qui est chef de l'État, et vous avez le Premier ministre qui est chef de l'administration. Là, nous sommes dans un système avec un exécutif bicéphale. Vous avez le président de la République. Vous avez la nébuleuse CTRI, on ne sait pas qui compose le CRI. Et après, vous avez le gouvernement. C'est le CTRI qui est au-dessus du gouvernement. Comment voulez-vous que le gouvernement travaille et fait que de la figuration? Si le niveau exécutif, le gouvernement fait la figuration, les autres institutions parlent l'un les autres. Nous, on fait de la figuration. Nous, on fait valer des preuves. Mais dès l'instant où l'architecture administrative et politique est biaisée, forcément, tout le reste est biaisé. Nous, on avait pensé naïvement, quand il y a eu le coup d'État, que c'était allé s'effacer. Il ne s'est effacé. Il est resté entre le chef de l'État et le chef du gouvernement. Quand vous allez à Libreville, vous voyez les panneaux de chantier, panneaux CRI. Le CRI, c'est une administration dans l'administration, il mouvement des fonds publics. Sur la base de quoi? C'est des comptables publics. Ils rendent compte à qui? Une fois, j'ai interpellé le ministre pour dire, mais c'est un peu ANGT, mais à qui? Parce que l'ANGT, c'était la même chose. On avançait une nébuleuse qui avait tous les marchés, qui organisait tout. Bon, en même temps, je dis ça, mon fils a travaillé à ANGT. Qui organisait tout. Après, ils sont partis sans rendre compte à qui que ce soit. On ne sait pas combien d'argent ils ont emporté, combien d'argent j'ai, sans faire le bilan, ils sont partis.
C'est pareil. Puisqu'à la fin de la transition, théoriquement, ils devraient disparaître. Ils auront en compte qui de leur chantier. Je vois des militaires avec leurs étoiles, leur truc de combat, qui font tout le pays pour faire le bien des chantiers du TRI. On me dit à Makoko, sur 3 milliards, on a donné juste tractopelle. Non, sérieux. Sérieux. Il s'agit d'autres pays. Il s'agit d'autres pays. Sérieux. Ils ont mis 10 mois pour se rendre compte sur les 3 milliards, on a juste acheté une tractopelle dans un pays où l'enseigne écoute même aux conversations téléphoniques sur WhatsApp. Dans le pays où le moins de poissons qui naît d'une direction de courant. Non, c'est pour ça que j'invite les Gabonais à s'organiser pour qu'on change de système. C'est le système qui est à bout de souffle. Et c'est même le système qui les bouffe. Parce que ce système est devenu un monstre que personne ne contrôle. Même eux contrôlent le système. On l'a vu avec la GEF et les autres qui les ont précédés. Comment ils ont fait? Parce que le système est devenu fort que. Très bien. Ah, c'est bon pour moi. Merci pour l'intervention. Donc, République Nguema, vous avez la parole. Bonsoir, Monsieur le Président. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, Monsieur la République. Je suis ravi, sauf que je vais peut-être vous bombarder. Les questions sont tellement pertinentes que je ne sais pas si vous allez me donner des réponses concrètes. Ce sont des questions à deux volets. Deux questions, mais à deux volets, de part et d'autre. Première question à deux volets. Ce qui me choque le plus, c'est que le comité auquel vous participez, auquel vous êtes en famille, a dit qu'il venait pour restaurer les institutions. Mais il y a quelque chose qui me choque le plus, donc j'en fais partie. Le ministère de la Justice, aujourd'hui, rencontre des problèmes où le secteur aujourd'hui n'arrive pas à trouver de solution. Je me demande à quel niveau est la restauration des institutions, tant plus que vous connaissez le problème. La grève des greffiers, la grève des magistrats, jusqu'à aujourd'hui, aucune communication. Malheureusement, le ministre de la Justice avait demandé qu'on envoie le nom des gens qui étaient en grève. On ne sait pas si c'est pour des sanctions. Ce qui nous choque le plus, c'est qu'ils avaient également, dans la deuxième partie du volet de la question, c'était comment on arrive à expliquer que des bâtiments administratifs, c'est-à-dire des mairies, des ministères, sont en relation dans notre pays. Ça, c'est d'abord la première question. Excellence. J'aimerais vraiment vous... République, je veux que d'abord commencer par ça. Sinon, après, vous savez, j'ai un scénario, hein, et il fait là, donc, si vous bombardez de questions, après, non, sérieusement, là, vous posez une question fondamentale. Vous posez une question fondamentale. L'insécurité judiciaire est la mère des insécurités. Parce que ça concerne aussi bien les personnes physiques, que les personnes morales, que les entreprises qui font vivre des familles. Dès l'instant où les entreprises se sentent en insécurité judiciaire, elles n'investissent plus et il n'y a plus d'emploi. Donc, ça mère des insécurités. Je suis tout à fait en phase avec vous. On ne peut pas ne pas mettre les moyens qu'il faut pour avoir une justice un minimum efficace, pour que les magistrats travaillent de bonnes conditions. Mais tout cela est faire des saints, ne soyons pas naïfs. Tout ça est faire des saints. Parce que le désordre est toujours compte. Le désordre peut violer la loi, c'est ce qui est dit. Je vous prends un exemple. L'affaire Opinga. On nous avait décidé de faire supposer de droit commun. Mais depuis, dans une affaire de droit commun, on envoie des militaires enroulés, arrêter des parents d'une personne qui est convoquée, qui normalement est tendue à la police le lendemain. On envoie des militaires encablés, comme si on a arrêté un terroriste. Et c'est passé sous silence. Je ne suis pas pour défendre M. Opinga. La démocratie pour laquelle je me bats depuis des années a vocation à protéger tout le monde. A vocation à protéger nos droits, à mettre tous en face des mêmes devoirs, des mêmes obligations. Ce désordre entretenu est entretenu volontairement. Comme s'ils peuvent regarder le cas des personnes qui ont été arrêtées dans la nuit du temps tous. Ça va bientôt faire 2 ans. On nous dit que ces personnes sont en détention préventive. Sur la base de chefs d'accusation. L'argent et biens qui ont été saisis ont été déposés où? Laquelle dépôt et consignation? Moi qui est libre, je vois ces circuler de voitures. Je suspecte cette voiture. Je ne suis sûr de rien parce que moi je vis dans mon petit quartier. Mais quand je vois cette voiture circuler, je me demande si elles ne viennent pas d'Akanda. Personne ne nous a fait bilan. Saisie qui était opérée. On parle de détournement de biens, de détournement d'argent. On nous a même parlé de trucs de drogue. Personne ne nous a dit quelle drogue qui a été appliquée parce que la responsabilité pénale individuelle, c'est un groupe. Mais tout ça est entretenu volontairement. Tout ça est retenu. Personne ne nous a dit combien d'argent a été saisi et la destination de l'argent. Donc, le problème de la justice est un problème fondamental. C'est la mère des insécurités. Et puis, j'apprends, en lisant les journaux en ligne, les médias en ligne, que le président a remporté une grande victoire en faisant arrêter la grève des greffiers. J'aurais pu en rire, mais c'est beaucoup trop sérieux. La grande victoire de notre grand général, pouvoir arrêter la grève des greffiers. Donc, je suis d'accord avec vous.
Il faut que demain, on ait une république qui s'appuie sur la justice. Je vais donc poser une deuxième question, même si vous n'avez pas abordé le deuxième volet. C'était le deuxième volet. Non, excuse-moi. C'était le deuxième volet. Les édifices publics, tels que les mairies et les ministères, qui sont toujours en location, même certains pour être tribunaux. Vous savez très bien que le Gabon est un pays de location. Et ces maisons, les édifices publics sont construits par des expatriés. Parce que la justice n'arrive pas à taper du poing sur la table. Parce que tout ça, ça concerne toute la justice. C'est pas la faute de la justice. C'est pas la justice. La justice a agi sur commission, sur... Non, c'est pas la faute de la justice. Vous n'imaginez pas la part du patrimoine de l'État que les individus ont pris et ont privatisé. Vous n'imaginez pas. Vous êtes loin d'imaginer. C'est pour ça que ce système est perdu. Parce qu'ils ont peur que nous découvrions l'état de la prédation dont ils sont coupables. Je vais vous prendre un exemple. Je vais essayer de concret. Le palais présidentiel à Franceville. Il a été construit, j'étais adolescent, dans les années 71-72. Quand il a été construit, on disait que c'était le palais du président de la République. Sauf que la volonté de le détourner était manifeste dès le départ, puisque pendant que... Oh, on a disé princesse, bon ça va, j'ai rien vu. Puisque pendant qu'on construisait le palais, le grand frère d'Omar Bongo, M. Fidel Ndjouabé à son âme, avait déjà des logements à l'intérieur. En 2009, quand il était Omar Bongo, quand on annonce ses funérailles, nous apprenons qu'il allait s'inhumer dans la propriété privée de la famille Bongo, c'est-à-dire le palais. Personne ne nous a dit, ni dans quelle condition, ce bien d'État est devenu bien privé. Et bien comme celui-là, il y en a beaucoup. Qui étaient des biens de l'État, que les gens ont pris un franc symbolique et qui vont louer l'État. C'est pour ça que je vous faut une vraie justice, qui mène de vraies enquêtes pour qu'on mette terme à cela. C'est pas la peine d'indexer les étrangers. Ah non, c'est d'abord nous. C'est d'abord nous. Vous imaginez la deuxième institution du pays, le Sénat, est logée dans un immeuble appartenant à je ne sais pas qui. Et quand vous arrivez dans nos bureaux, parfois vous avez des lavabos et des paillages de cuisine. Oui, parce que je sais que vous êtes en location. C'est là-bas que vous arrivez. Vous êtes arrivé, c'est arrivé en vous. Donc, je vais aborder la dernière question également à deux volets avant de passer la parole aux autres. Monsieur le Président, il y a quelque chose qui me choque le plus dans ce pays, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de notre pays, quand on parle politique, nous sommes en train d'avoir une élection au Cap avec plus de 80 partis politiques agréés par le ministère de l'Intérieur. Aucun parti politique, je ne parle pas d'association, aucun parti politique est présent. La première fois au Gabon à une élection présidentielle, et c'est choquant. C'est vraiment choquant. Et ce qui m'a beaucoup intrigué, c'est qu'avec un ancien président qui vient déclarer officiellement dans les médias en disant qu'il a octroyé 4000 autorisations de vote budgétaire ou encore aux expatriés, à le moment où les Gabonais vivent le chômage de la jeunesse gabonaise. Comment vous trouvez que les Gabonais n'arrivent pas à se lever pour ce parti démocratique qui continue à causer des dégâts même au sein du CRI? Est-ce que vous trouvez une différence entre le CRI et le PDG? À part le CTS, c'est le PDG à qui? Non, pour être sérieux, le vrai problème, c'est le système. Je vous ai dit tout à l'heure que personne ne contrôle ce système. C'est le système qui les contrôle. Toutes les aberrations que vous voyez, tout le tissu d'aberrations que vous voyez, c'est à cause d'un système qui arrive à bout de souffle et qui est devenu complètement fou. C'est tout. On tourne en rond, on tourne en rond. Vous vous souvenez en 2023, il était prêt à nous faire aller à l'élection, à coupler l'élection du député avec l'élection du président. Alors que c'est pas la même circonscription. Le président de la République, c'est national, le député, c'est une circonscription particulière. Ils étaient prêts à faire avaler n'importe quelle preuve. C'est-à-dire que le système est venu vous pour se tenir. Vous savez, je ne sais pas si c'est Montesquieu qui disait, je ne sais plus, que plus un système devient fou et court à sa perte, plus celles deviennent folles. Nous sommes là. Il devient de plus en plus, le système devient de plus en plus fou. Mais c'est plus qu'il faut que ça perde. Je n'est pas le seul parti. Comment d'autres partis ont été avalés? On ne comprend pas. L'élection présidentielle dans un pays pour la première fois dans l'histoire du Gabon, aucun parti n'est présent. Est-ce que le président de transition ou le CETI a corrompu tous les autres partis? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, République, je vais vous citer un de mes pères spirituels, un de mes modèles, Jean Arquego, qui est décédé. Il avait dit, Michel, personne ne peut te prendre ton identité, personne ne peut te prendre ton âme, c'est toi qui es vent. Est-ce que vous pensez que les partis politiques se sont alignés derrière Ligui? Ligui les a pris, ils sont vendus eux-mêmes. C'est aussi simple. La preuve, c'est que Régir veut présenter un candidat. Quand nous ne sommes pas riches, on aurait pu se vendre.
Mais je suis allé jusqu'à la Cour constitutionnelle parce que je veux être candidat. Donc, ce n'est pas ce Thierry qui est en cause. C'est ceux qui sont livrés, qui sont même rendus. Ils sont allés se livrer même eux-mêmes. Très bien. Je vais donner la parole à Kerj. Merci, République Guéma, pour ton intervention. Madame Kerj, vous avez la parole. Merci beaucoup, princesse. Bonjour, monsieur Michel Ongundo. Bonjour. Mais ravi de vous voir. Hein. Je suis admirative de votre ex-femme, Nemandi, parce qu'on a le même métier en commun et on s'est souvent rencontrés à Paris. D'accord. Donc, en qualité de gabonaise, me disait que des histoires sur vous, des histoires assez intéressantes d'ailleurs. Alors, moi, ma question va concerner votre état d'esprit lorsque vous avez accepté de cheminer avec le CTRI, alors qu'il y a un certain nombre d'indications qui montraient suffisamment que ça ne valait pas la peine. Vous avez, pour ma part, un tout petit peu entaché votre costume d'opposant radical et au finish, vous repartez, parce que c'est ce que j'entends lorsque vous dites profondément déçu, avec un sentiment de gâchis. Qu'est-ce qui a animé votre acceptation de rejoindre le CTRI à travers la nomination au poste de sénateur? Qu'avez-vous cru? Merci. Merci. Bon. Je vais être clair avec vous. Je vais être sincère. Quand le coup d'État s'est déroulé dans la nuit 30 août 2023, j'ai fait partie des gens qui y ont cru. Parce que pour moi, il fallait mettre un terme à ce système. Je suis même descendu dans les PKP jeunes qu'ils descendent dans la rue, parce que je ne voulais pas que ce coup d'État échoue. Il faut le soutien populaire, comme l'a été celui de Kelly Ondo. Ondo ou bien? C'est Kelly Ondo. Kelly Ondo, bon, c'est ça? Je crois que c'est Kelly Ondo bien. Qu'il m'excuse vraiment si je prononce son nom en l'ordre. C'est bien, c'est cela, monsieur. Voilà, merci. Donc, pour que ce coup d'État échoue, moi je me suis dit, il faut que les Gabonais soient dans la rue pour soutenir les militaires qui ont déposé à Bongo. Quand les tractations ont commencé pour les nominations, j'ai voyagé. Je suis au Congo, Brazzaville, j'ai des amis. J'ai pris une nomination tout à fait incidemment, ce jour j'étais en train de marcher. Ceux qui connaissent Brazzaville, j'étais pile devant la basilique Sainte-Anne, quand ma petite soeur m'appelle. Pour me dire, bonjour Yaya, félicitations. Je lui dis, félicitations pourquoi? Tu as été négociant. Ah bon? Ça s'est passé quand? Hier, me dit-elle. Comme sans que je suis silencieux, ils me connaissent un peu dans la famille. Elle dit non, il y a accès cette fois-ci et tout ça. Je lui dis, écoute, je suis en train de marcher. Il me donne une information pareille, j'ai quand même le droit d'être surpris. Il me reste 2 km à parcourir entre Basilique et Motel. C'est la solitude de ma marche que j'ai réfléchi, que j'ai décidé d'accepter. Parce que ma première réaction, pour ceux qui connaissent, ma première réaction, c'est que je n'ai rien à faire dans leur histoire. C'est même pour d'ailleurs que je m'étais rien du bon. J'ai dit non, j'ai rien à faire dans leur histoire, ils ont fait le coup d'État, c'est très bien, ils vont mettre en place d'institutions provisoires. Mais, à la réflexion, je me suis dit, si on a eu la chance que ce coup d'État n'ait pas été sanglant, rien ne dit que le prochain le soit aussi. Il faut que chacun de nous, modeste, apporte sa part pour éviter les rapages. C'est comme ça que j'ai accepté. Je me suis dit, je vais apporter ma contribution, si on m'écoute, tant mieux. Mais en même temps, je me disais, certainement je vais devoir avaler des couleuvres, je voulais tout tantôt. Mais ça aussi, là, vous ne pouvez pas tout avoir. Hein. Là, il ne fonctionne pas de manière bière, ou c'est ça, ou c'est... Non, je me suis dit, bon, je vais certainement avoir des couleurs, mais pour le pays, je suis prêt à faire ce sacrifice si on veut au moins en rendre. Parce qu'on est tous d'accord, 10 mois plus tard, aujourd'hui, on peut dire, oui, ça n'a pas marché, mais au lendemain, il n'y a personne pour savoir dans quelle élection elle est. C'était sur le deuxième qui était au point après celui de 1964. Sauf Madame Soleil ou celui qui a une boule de cristal qui lit dans le bar de café, mais personne ne pouvait savoir. Donc, quand vous voyez le président de la transition, M. Oligui, au début du coup d'État, qui est porté par ses amis militaires, est-ce que, sachant qui est Oligui, que représentait Oligui pour l'ancien système, vous ne vous êtes pas dit, ah tiens, ça c'est peut-être une supercherie? Non, moi je ne suis pas dans la suspicion. D'abord, en plus, je ne connais pas. On est de la même génération, je ne le connais pas. Pour moi, les militaires, et puis le coup d'État, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Ce n'est l'affaire d'une seule personne, ils étaient nombreux. Tout de suite, je leur ai accordé le bénéfice de doute. Comme beaucoup de Gabonais d'ailleurs. Bien sûr. Moi, connaissant Oligui, je lui ai même accordé pendant 2 ou 3 jours le bénéfice de doute. Bon, voilà, vous avez de chance, parce que vous avez la même génération. Moi, c'est pas ma génération, je ne connais pas, je ne l'ai jamais rencontré dans ma vie. Oui. Et puis pour moi, c'était une action collective. Bon, il se trouve, j'ai pas de naïveté, mais si c'est à refaire, je le referai. Parce que pour moi,
L'idée, c'était d'essayer d'éviter des dérapages pour qu'il n'y ait pas d'autres coups derrière. D'accord. Ou de fou. Donc, c'est à cette question que je vais aller. Ok. Merci. L'autre question, je dirais même. Après constat, déception, candidature déposée, rejetée par des micmacs dont on connaît tous, et vous avez clairement expliqué un peu les mécanismes, j'ai envie de dire, de supercherie qui se sont passés. Moi, qu'est-ce que vous allez faire après? Quel est le prochain coup de maître ou bien une tentative de Michel Ouroundou pour le Gabon? Est-ce que vous allez continuer à œuvrer, à porter votre pierre à l'édifice, mais de Oui. caractère? Oui, oui. Jamais. Vous savez, moi, j'ai mes enfants qui m'ont demandé si j'ai aussi d'aventure. Le régime de ma candidature est confirmé. Est-ce que j'allais me présenter aux législatives ou au sénatorial? Je leur ai dit, j'ai un certain âge, j'ai mon temps. J'accompagnerai les jeunes. J'accompagnerai les jeunes. De quelle Pardon? manière? De quelle manière? Un parti politique, un think tank? Je suis président de Réagir, je suis président d'un parti politique. Ah d'accord, le même Réagir qui vous a dénié. C'est pas le même, seul on les exclut, mais comme ce sont des amis du terri. D'accord, ok. Non, j'accompagnerai des jeunes par des conseils, pour leur éviter les erreurs que moi j'ai pu commettre. Mais je n'irai plus aux élections législatives. J'ai déjà fait en 93, je n'irai plus aux municipales. Non, à un moment, il faut savoir à ses mains. D'accord. Et pour ma dernière question, vous avez longtemps exercé, vous avez longtemps été un opposant politique du régime Bongo hors des frontières du Gabon. Vous avez apporté votre voix dans la construction de ce mouvement politique d'opposition à l'étranger, notamment en France. Avec l'arrivée de Oligui, président Oligui, il y a des activistes qui ont rejoint le palais, si j'ose m'exprimer ainsi. Quel est votre regard par rapport à cette guerre qui existe maintenant entre les personnes qui ont rejoint Monsieur le Président Oligui, qui ont été nommés à des postes, j'ai envie de dire, de responsabilité, et qui au final n'exercent pas leur métier, mais reviennent sur les réseaux pour pratiquement devenir une sorte de chien enragé. D'ailleurs, il s'appelle enrage ou enragé, je ne sais pas trop, pour attaquer ceux qui sont restés encore cette nouvelle dynamique d'opposition qui s'exprime aisément sur les réseaux sociaux, menée par, j'ai envie de dire, la jeune princesse Souba et sa suite, on réunit autour des Sentinelles, ou encore Franck Biziki, ou encore Jonas Moulena. Quel est votre regard face à une certaine bipolarisation du débat politique? Merci, j'en ai terminé. Vous savez, si vous parliez l'Obama, j'allais vous dire, Princesse, non, chez les Ambars, on dit que l'animal qui avale un porc épic ne peut craindre aucun autre gibier. Vous devez être dans cette posture. Le PDG Ali Bongo, la Young Team, la chèvre, la fameuse vague bleue qui marchait quasiment sur l'eau, ainsi de suite, ils nous ont fait voir. C'est le CDRI qui va nous dépasser, ni ces supplétifs qui a recruté dans la diaspora. Ceux qui sortent du néant, ceux qui viennent du néant, à vocation de partir au néant. Restez sur votre position. Restez sur votre position. Vous savez, le Gabon est une âme. Mais les gens de ça va. À la fin, quelqu'un est attrapé par son cabane. Quand sont devenus les Agiens qu'on croyait, ils marchaient quasiment sur l'eau, comme Christ. Que sont-ils devenus? Que sont devenus les grands patrons de la Young Team, comme on les appelait? Donc, ne vous laissez pas impressionner par des postures circonstancielles. Certains d'eux viendront vous demander de les aider à prendre le métro. Parce que le Gabon est plus fort que toutes ces petites gesticulations. Ne perdez pas votre temps à essayer de suivre qui a fait quoi, qui a écrit quoi. Restez focus sur ce que vous faites, c'est-à-dire vous battre pour la libération du pays. Vous laissez distraire. Il faut éviter les combats de personnes, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. La politique est le seul domaine où il n'y a ni amitié à vie, ni inimitié à vie. En fonction des circonstances, les amis d'aujourd'hui deviennent des ennemis demain et après se réconcilient. C'est une petite expérience avec toutes ces années, avec toutes ces heures de vol. Donc, ils ne montreront rien de nouveau que le PG et ses affidés nous ont montré. En résumé, la dame en français disait quoi? Pour qu'on comprenne lire. Qu'est-ce que j'ai dit? En langue, non. Mais j'ai dit, l'animal qui a avalé un épique ne craint plus aucun autre gibier. Ça veut dire que les épreuves que vous avez traversées sont au-dessus de toutes les petites choses là qu'on peut vous faire. Voilà. C'est pour ça que je vous ai l'exemple de la Gève. La Gève est très puissante. Oui. La Gève est très puissante. Le Gabon est le seul pays où un pays qui n'est blanc. On l'a vu. Où un blanc arrive, le public dit non, je ne suis pas blanc. Vous me voyez, bon, je suis presque blanc, pas total blanc. Le Gabon est le seul pays avec des miracles. Le Gabon est plus fort que ça. C'est pour ça que je vous invite à rester focus sur ce que vous faites. Merci beaucoup. Mais moi, je vous conseillerais, avec votre expérience et votre savoir,
d'être peut-être un bon conseil, hein, peut-être pas ouvrir un cabinet, mais monter quand même une structure de référence quand même. Oh, peut-être pas, monsieur, je suis à votre disposition, je suis un instant à la disposition de ceux qui veulent s'en servir. Je suis à votre disposition, à la disposition des jeunes, parce que je pense que ce pays, c'est vous qui allez le construire. Merci beaucoup. Ma princesse, on est fini. Ouais. Merci, Carlos, pour l'intervention. Alors, le Phoenix, le Phoenix, activiste gabonais, vous avez la parole, monsieur. Bonsoir le panel, bonsoir monsieur Michel. Bonsoir. Gondo. J'espère que vous allez bien. Alors, avec ce qui se passe, nous avons déjà vu durant 18 mois, est-ce que vous pensez qu'il y a encore une opposition au Gabon? Une opposition véritable peut contrecarrer le CPDG. Je vous entends très bien, s'il vous plaît. Est-ce que selon vous, oui, il y a une opposition véritable au Gabon qui peut contrecarrer le titre? Avec ce que nous avons déjà eu durant les 18 mois, où M. Louis et partout une hôtesse de loi, ils font ce que le PDG avait fait auparavant. Enfin, nous faisons la même chose. On est passé l'opposition qu'il y avait dans les années 90, au temps de là-bas, etc., etc. La première question. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la bougie allumée. Donc, vous faites partie des gens qui disent que non, la chaise vide n'est pas possible en politique. Parce que tout à l'heure, on vous a dit est-ce que vous allez comment on est ça? Vous allez, si on accepte votre candidature, je ne sais pas si vous avez fait déjà le coup. Si votre candidature est acceptée, est-ce que vous allez aller aux élections avec M. Olivier? je vais commencer par... Vous avez fini? Oui. Je vais commencer par la fin. C'est intéressant. La première partie aussi, d'ailleurs. Si on avait écouté les Cassandres qui nous disaient que Ali Bongo avait déjà une élection de 2023, c'était pas la peine d'aller aux élections, ainsi de suite, c'était une perte de temps. Vous pensez qu'il y a eu le coup d'État? Bien sûr. Mais après, monsieur, on peut vous poser la question de savoir si vous, aujourd'hui, 18 mois après cette transition, si vous pensez que réellement le trône, c'est un coup d'État qui a eu lieu. On peut vous poser oui, non, il y a eu quand même un coup d'État. Ali Bongo n'est plus au pouvoir. Bon, après, c'est le système qui a continué. Le système qui a continué. Non, ce que je veux dire, c'est que... Mais monsieur Michel, excusez-moi. Oui, oui, allez-y. Quand on parle de coup d'État, il faut savoir, ou de moins connaître les personnes qui sont en face de vous. Si M. Ali Bongo Diemba était apte, il ne peut pas avoir un soi-disant coup d'État. C'est vrai. Le problème, c'est que Mme Sylvia Bongo, son fils géré au Gabon, et le CETRI, le PDG, avait pris la même mise sur les affaires Gabon. On ne doit pas se mentir. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Voilà, donc il n'y a pas eu de coup d'État au Gabon. Il y a juste une révolution de palais. Ok. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais ce que j'étais en train de dire pour répondre à la question, c'est que quand on va à une élection, on crée un climat qui peut déclencher quelque chose. Parce qu'il y a deux attitudes. On peut se dire, on se résigne, on est dans la résignation, on les laisse faire leur affaire. Ou on se dit, non, je vais être là, peut-être que je peux agréger des forces. Peut-être que d'autres personnes peuvent me rejoindre pour qu'on fasse quelque chose qui fasse bouger. Comme je vous l'ai dit, moi je ne suis pas naïf quand je vais à une élection qui est truquée, où les dés sont pipés d'avance. J'ai un certain âge pour m'imaginer que l'élection va être démocratique, ainsi de suite. Pas du tout. Mais en même temps, je ne peux pas me résigner, être chez moi ou aller à la pêche, si j'ai la possibilité d'apporter même un message aux Gabonais en leur disant attention. Parce que l'élection, c'est aussi une tribune. Quand vous allez faire une campagne, c'est aussi une tribune. Si vous réussissez si sur 10 personnes, vous réussissez à en convaincre une ou deux, c'est déjà ça de gagner. Parce que c'est sur la durée. C'est sur la durée. À mon âge, je peux avoir une attitude égoïste en disant, j'ai fait mon temps, je ne veux plus travailler, parce que de toute façon, s'il y a un changement, je ne veux plus en profiter. Oui, je peux être tenté de raisonner comme ça. Mais je trouve que ce n'est pas responsable. Donc, quand je vais à une élection où les dés sont pipés, je me dis, on bouge quand même les choses. On essaie de faire bouger les lignes. Alors, vous voulez bouger les lignes. En 2009, on a fait les élections. On a revendiqué. On est parti à la communauté internationale. On était devant la piscine. 2016, pareil.
2023, pareil. Les mêmes choses, on n'est pas fatigué. La piscine, c'est 2016. La piscine, Oui, c'est voilà, 2016. c'est pareil, parce que quand je parle de la piscine, c'est que les bobards nous racontent des bobards. On est fatigué de ça. Vous ne pensez pas qu'il faut faire un blocus pour que cette élection n'ait pas lieu? Vous savez, si c'était possible, je serais devant. Hein? Parce qu'il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on peut faire. Si cela était possible, je serais devant. Moi, quand je dois prendre ma part, je prends ma part. Chaque fois qu'il m'a été demandé de prendre ma part, je prends ma part. Que ce soit les marches, les manifestations, tout ce qu'il y a, moi, je ne laisse pas les autres faire ma part. Donc, si quelqu'un, demain, nous explique un modus operandi qui peut faire en sorte que les élections ne se passent pas, ben, il me trouvera avec lui. Mais en attendant, on ne voit rien venir. Pourquoi vous ne pouvez pas lancer le mouvement pour que ça n'ait pas lieu? Et pourquoi pas vous? Vous êtes encore jeune. C'est vous qui avez intérêt à ce que les choses changent. Vous avez fini votre vie. Normalement, c'est vous qui devez donner votre vie pour nous, pour que nous soyons bien demain matin. Ceux qui ont donné leur vie, les Oyonaba et autres, ça a changé quoi? Et puis de toutes les façons, ce n'est pas parce qu'on est vieux ou on fait de la politique qu'on a une âme de martyr. Moi, j'ai aussi envie de vivre, même si je suis vieux. J'ai aussi envie de vivre. Vous voulez que je vous dise que je suis Che Guevara? Non, vous êtes mal tombé, je ne suis pas Che Guevara, je suis Ngundu. Maintenant, on doit maintenant faire quoi? Ben, je vous pose la question. On doit se concerter, on doit voir, étudier les éventualités, on doit parler. Plutôt que de se lancer des invectives, ce n'est pas les uns contre les autres, ni les uns sans les autres, c'est les uns avec les autres. Les uns avec les autres. C'est tout, c'est les uns avec les autres. Parce que pendant longtemps, on a souffert de cela. Celui-là qui arrive, qui dit... Et je vais même vous dire, jeune homme, que dans nos meetings, on rencontrait souvent des courageux qui nous disaient, donnez-nous les armes, faites ceci. Souvent, c'était des infiltrés du ministère de l'Intérieur. Souvent, c'était des infiltrés qui venaient juste pour qu'on nous accuse de tentative de sédition, d'atteinte à la sûreté de l'État. Mais nous, on les voyait venir. On les voyait venir. Alors, princesse, si je peux ajouter quelque chose à la suite de monsieur. Je n'ai répondu à la première question. En 2023, je peux vous garantir. Oui, je vais juste dire quelque chose, après il pourra reprendre si tu permets. En 2023, je peux vous dire que je n'ai jamais vu monsieur Ngundu au QG de réagir. C'est pas un politicien de bureau, en tout cas. Les rares fois que j'ai pu l'apercevoir, c'était quand il était sur le terrain. Et il mobilisait ses troupes sur le terrain pendant que la majeure partie des cadres de réagir étaient quasiment en train de faire la politique des bureaux. Donc c'est quelqu'un qui est foncièrement quelqu'un du terrain et qui est souvent au front. Voilà. Merci Giovanni pour le témoignage. Giovanni, excuse-moi le Phénix. Il demande sur la... Monsieur le Président, vous avez besoin d'une stratégie. Je suis un jeune Gabonais sur place avec Giovanni. Est-ce que vous voulez que nous nous mettions en place un comité, une organisation pour pouvoir mettre barrage et voir les 3 candidats leur demander de déposer leur démission? Comme ça, on vient vous rencontrer pour que nous nous mettons des actions. On organise, on mobilise des associations, on mobilise des frères et sœurs pour que nous puissions faire une conférence de presse avec vous pour demander aux 3 candidats et nous allons déposer les documents à la Cour constitutionnelle à la prémature pour annuler l'élection, pour demander l'annulation de l'élection. Je pense que moi, je suis prêt et je pense que Giovanni est prêt. Nous voulons aller dans les solutions. Monsieur la République, il faut respecter le protocole. Hein. On ne prend pas la parole de façon intempestive comme ça. OK? Il y a un ordre de passage bien clair. Je vais même pas répondre à la première question du Phénix. Voilà. Donc, on revient sur la question du Phénix. Bon, le Phénix. Il y a une véritable opposition avec tout ce qui se passe actuellement. Non, vous savez, l'opposition, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Mais je vous ai dit tout à l'heure que quoi qu'il fasse, les Gabonais à un moment donné vont se lever. Je connais ce peuple. C'est au moment où ils s'y attendront le moins que les Gabonais vont se lever. Ali Bongo ne pouvait pas imaginer, quand il a fait son coup d'état électoral en 2009, que les Gabonais se lèveraient. Il était persuadé, les Gabonais c'est des peureux, ils ne feront rien. Mais il a trouvé des Gabonais devant lui. En 2016, qui pouvait imaginer que les Gabonais pouvaient marcher pendant 7 ans en France?
Pendant 7 ans, c'est la seule communauté. Pourtant, les autres communautés nous ont toujours regardé de très haut, en disant, bon, c'est des flemmards, c'est des ci, c'est des... Mais ils ont vu comment les Gabonais, pendant 7 ans, ont manifesté. Et ça a contribué à affaiblir le régime. Donc, moi, je ne suis pas pessimiste. Je sais que l'opposition va se réorganiser comme proposé Giovanni et République. Vous savez, après, c'est les petits groupes qui se réunissent, qui élaborent des stratégies. Et quand ils sortent, ils peuvent faire quelque chose. Vous savez pourquoi je vais poser cette question? Non. Parce que M. Oligui, quand il a fait son soi-disant coup d'État, là, le 30 août, la première ordonnance qu'il a eu à mettre en place, c'était l'ordonnance des femmes. Je n'ai pas vu l'opposition se lever pour dire que M. Oligui, vous êtes en pleine transition, respectez vos prérogatives. Deuxièmement, il a nommé Mme Marie-Marilyn Bonantou, présidente de la Cour honorifique. Il n'y a pas eu d'opposition. En fait, l'opposition a laissé Oligui Nguema le libre arbitre de faire tout ce qu'il veut, sans réagir. Est-ce que c'était normal? Oui, mais c'est une responsabilité, le Phénix, c'est une responsabilité collective. C'est nous tous. C'est nous tous qui avons laissé faire. C'est nous tous qui avons laissé que le délégué spécial de je ne sais pas quelle ville décide de construire une ville qui s'appelle Oliguiville. Ça fait pas partie des éléments de la transition. C'est nous tous, nous sommes tous responsables, chacun à un niveau ou à un autre. Il y en a qui sont responsables par leur silence, d'autres qui sont complices par action, d'autres par omission, par lâcheté. Mais nous sommes tous responsables. Il faut qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se dise comment on fait pour arrêter ça. En tout cas, je ne suis pas responsable. Oui, grand bien vous fasse. Oui, parce que quand j'ai vu Oligui Nguema, qu'on l'a soulevé, j'ai dit que celui-ci ne peut rien apporter pour le Gabon. Il ne peut rien apporter au Gabon. Je m'appelle de ce jour-là. Et on a dénoncé Oligui Nguema dès le premier jour. Les Gabonais nous ont demandé d'attendre, d'observer. Voilà maintenant où nous sommes actuellement dans les problèmes. Où le monsieur est en train de tripatuer les textes de loi. Ce qu'on a dénoncé quand Omar était, quand Ali était, et quand Madame Madeleine Marie Bonantou était à la Cour constitutionnelle. Nous vivons les mêmes affres de la malédiction. Oh, c'est même pire. C'est même pire, je peux vous dire. Exactement. Merci. Moi, je suis d'accord avec vous, c'est pire. Merci, c'est tout. C'est, je crois, autour de... République, tu as une motion, c'est ça? Président, c'est autour de Grâce. Grâce est là depuis, elle n'a pas encore parlé. On va laisser la parole à Grâce. Vous voulez peut-être une minute? Ok. Grace, vas-y, tu as la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur Ngundu. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bon, ça va. En tout cas, vous avez bonne mine. Vous Merci. êtes candidat, en tout cas, vous tentez d'être candidat à la magistrature suprême. Est-ce que vous seriez pour une candidature unique pour une opposition forte, comme on a pu voir à l'élection précédente? Ce serait intéressant parce que franchement, partir comme ça en candidat dispersé avec le mastodonte qu'il y a en face, n'avez-vous pas peur d'être juste un simple participant? Parce que vous avez 66 ans. S'il passe, vous aurez 73. On va avoir que des candidats vieux mis à l'écart. Et après, nous, qu'est-ce qu'on fait? Êtes-vous pour une... ça, c'est ma première question. Donc, est-ce que vous seriez pour une candidature unique de l'opposition? Et si jamais votre candidature passait, et si elle ne passait pas, est-ce qu'il ne serait pas possible pour vous d'être candidat indépendant? Bon, je pense que mon parcours politique parle pour moi. Je vous ai dit qu'en 2008, je projetais de me présenter en 2012. Omar Bongo est mort en 2009, on est allé à une élection anticipée. Je n'étais pas prêt, je n'ai pas hésité à me mettre avec André Baobab. En 2016, je n'ai pas hésité à me mettre avec M. Jean Ping. Je fais même partie du groupe des souverainistes écologiques, le premier groupe qui a organisé la sortie de M. Ping. Je suis à l'origine de l'organisation du voyage de M. Ping dans le Haut-Ogooué en juin 2014.
Donc moi, chaque fois qu'il m'a été donné d'accompagner un compatriote que j'estimais plus apte à nous représenter, je n'ai eu aucune hésitation. Je suis toujours allé. En 2023, tout à l'heure, Giovanni racontait que j'étais sur le terrain. J'étais candidat à la mairie. Mais pendant mes meetings, les gens étaient étonnés. Je disais aux gens, vous pouvez ne pas voter pour moi, mais voter pour Ondosa. Je faisais la campagne d'Ondosa alors que j'étais candidat. Je disais aux gens, vous pouvez ne même pas voter pour moi, c'est pas grave, mais voter pour Ondosa. Non, c'est pour dire que moi, je ne vais pas à l'élection parce que j'ai une ambition personnelle. J'ai un projet. Si j'estime qu'un compatriote est apte à porter ce projet et qu'il a plus de chance que moi, je me mets derrière lui. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. Et comme politique de terrain, quelle est pour vous la plus grande préoccupation des Gabonais? Et quelle est pour vous, est-ce que le Gabon actuel est vraiment en chantier? Vu que vous êtes nos yeux et vu que nous sommes loin, pouvez-vous nous certifier que ce Gabon est en chantier? Et quelle est la plus grande des préoccupations des Gabonais? Ben, je ne peux pas dire, je ne vais pas mener de sondage, je ne vais pas avoir la prétention non, je ne vais pas mener de sondage. Dire que le pays est en chantier, est-ce que construire des routes, mettre du ciment sur les routes, c'est des chantiers? Est-ce que construire des immeubles, on ne mange pas des immeubles, je suis désolé. Dire que le pays est en chantier, on a déjà vu les chantiers là sur Libongo. On a vu ces chantiers. Récemment, je suis allé dans le maritime, j'ai fait Port Gentil-Boué. Très belle route. Vous roulez 2 heures de temps, vous ne rentrez pas une voiture. Est-ce qu'on avait besoin de tout cet argent là-bas pour une route où on n'avait pas 5 voitures par semaine? Donc, faire des chantiers juste parce que les gens veulent avoir leur nom de boulevard X, immeuble Y, aéroport tel, ce n'est pas ça qui préoccupe les Gabonais. Parce que chacun veut avoir son nom sur un édifice public. Je vais prendre le contre-exemple de Cuba. Fidel Castro, Dieu sait s'il était légitime. Il était 11 quand ils ont tombé le gouvernement de Batista. Mais Fidel Castro, vous ne verrez aucun immeuble, aucun édifice public à Cuba qui porte son nom. Il a refusé. Mais vous, après vous arrivez au pouvoir, vous voulez que tout le pays porte votre nom. Alors vous dites le pays en chantier. Non, non, non. Il y a 0 chantier qui soit véritablement intéressant et qui soit porteur pour les Ghanais. C'est l'occasion pour eux d'attribuer des marchés à leurs amis venus d'ailleurs. J'aime pas tel terme étranger, c'est un peu sectaire. Mais pour attribuer des marchés à des entreprises qui viennent d'ailleurs, ce sont leurs amis et c'est tout. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple d'une entreprise du BP à qui on aurait attribué un marché de 700 milliards, sans appel d'offres. Et qui n'est une entreprise gabonaise, et on nous parle de patriotisme. Le patriotisme économique compte qu'on fasse d'abord travailler les entreprises locales. Je vous ai dit tout à l'heure, moi je suis un homme de terrain, je suis un homme du village. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a un problème de base, c'est celui de l'état civil. Il est d'autant plus important en période électorale que c'est le fichier d'état civil qui génère le fichier électoral. Donc si le fichier d'état civil est faux, le fichier électoral est automatiquement faux. L'élection en découle est fausse. Donc il faut régler ce problème d'état civil. Je rencontre ça toujours. Dans nos quartiers, les gens qui vont à l'université, qui vont au lycée, avec un état civil qui est pas bon. Qui démarre la vie avec vrai faux papiers. Qui démarre la vie avec de vrais papiers. Donc il y a des problèmes réels sur lesquels il faut appeler les pouvoirs publics à agir. La cherté de la vie, ce n'est un secret pour personne. Et pour finir, La cherté de la vie, ce n'est un secret pour personne. Et pour finir, Vous pouvez avoir de beaux immeubles. Et on a un problème, par exemple, au Gabon, vous allez me dire c'est un fléau mondial, la drogue. La drogue. Nous tous ici, là, dans ce panel, là, on connaît au moins un drogué dans notre entourage. Je suis dans le Gilles pour le Gabon, je sais de quoi